du centre de traitement et de valorisation des déchets, un projet qui vise à moderniser durablement la gestion des déchets. Et dans ce journal, nous vous proposons un dossier consacré aux multiples visages de la violence enregistrée dans la société. Ce sont là les titres du journal. Le développement, c'est juste après cette transition. Ravi de vous retrouver et de vous livrer l'actualité de la mi-journée de ce week-end. Bonjour et bienvenue. En ouverture de ce journal, direction la vice-présidence de la République, où la représentante du Royaume-Uni a été reçue par Alexandre Barrot-Chambrier. Les questions liées à la protection de la nature ont dominé les échanges. Communication présidentielle pour le point. D'abord, un entretien entre le vice-président de la République, Alexandre Barrot-Chambrier, Ruth Davies, représentante du Royaume-Uni pour la nature, qu'accompagne l'ambassadeur du Royaume-Uni au Gabon, ainsi que plusieurs experts en politique environnementale, au cours duquel le vice-président de la République a présenté la vision du Gabon en matière environnementale, conformément aux aspirations du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema. Cette entrevue s'est poursuivie d'une séance de travail plus élargie sur la problématique de la protection de l'environnement. Le Gabon continue d'être un exemple dans le domaine au vu des multiples initiatives prises en faveur de la préservation de l'environnement. Fait à nouveau salué durant les discussions. Je suis très content d'être ici au Gabon. J'ai rencontré le vice-président de la République à Londres en novembre. Donc on a continué nos échanges sur l'importance de l'économie verte, l'environnement, la protection de l'environnement, mais aussi la croissance économique. Et j'ai hâte de poursuivre mon voyage pour voir les merveilles de votre pays. Sous le leadership du président de la République, Brice Clotaire Oligui Nguema, le Gabon fait de la préservation de la biodiversité une cause noble au vu de l'intérêt que cela suscite pour la préservation de la planète, notamment à travers la préservation du bassin du Congo. Aujourd'hui encore, le Royaume-Uni souhaite conjuguer ses efforts avec notre pays afin de mutualiser les actions dans ce sens. L'objectif in fine est de freiner l'effondrement de l'environnement, placer la préservation de la nature au centre des actions pour la survie de l'humanité. Le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, quant à lui, a présidé une séance de travail avec une délégation d'hommes d'affaires britanniques conduite par la ministre de l'Environnement de ce pays. Et c'était en présence des membres du tourisme, des ministres du tourisme, j'y arrive, et de l'environnement. Les échanges ont été axés sur le développement du potentiel touristique et environnemental gabonais. Frédéric Yenda Moukoula, Francis Ifunda, Peter Moufumbi, Alain Serge et Yéné. Accompagner le Gabon dans le développement et la modernisation touristique et environnementale, tels ont été les principaux sujets évoqués entre le vice-président du gouvernement, Herman Imongo, et la ministre britannique de l'Environnement. Le président a déposé sur la table des Gabonais un projet de société qui vise la reconstitution d'un pays. L'objectif, c'est d'arriver à créer davantage de richesses pour mieux la partager, pour mieux faire profiter à la population des fruits de cette prospérité. Mais pour cela, il faut bien évidemment bâtir. Nous sommes un pays qui est aussi au service de la planète, tout autant qu'il est au service de ses populations. Plus de 88% de notre territoire est recouvert de forêts. Nous sommes un pays carbone positif. Nous recueillons plus de carbone que nous n'en émettons. Nous sommes considérés comme le deuxième poumon de la planète après les forêts amazoniennes. Mais nous avons toujours le sentiment que nous ne tirons pas pleinement profit de ces atouts. D'autres projets intégrateurs et porteurs de richesses, comme Grande Mayumba, pour lequel Londres affiche une grande ambition d'investir, ont également figuré en bonne place des discussions. Nous avons discuté sur comment le Royaume-Uni et le Gabon peuvent travailler ensemble sur des questions liées à l'environnement. Je suis aussi content d'aller à Loingo pour visiter vos parcs, visiter Grande Mayumba, pour voir comment le Royaume-Uni et le Gabon puissent travailler ensemble avec les communautés locales, le port, le secteur minier et aussi l'alimentation. Ces projets s'inscrivent dans la vision du chef d'État visant à nouer des partenariats qui tiennent compte des préoccupations des populations.
Comme inscrit en titre, le vice-président du gouvernement, accompagné des membres du gouvernement, était à Koltang, dans la commune de Ntoum, pour s'enquérir de l'état d'avancement des travaux de construction du centre de traitement et de valorisation des déchets. Le projet vise à moderniser durablement la gestion des déchets et à remplacer la décharge de Mindoubé arrivée à saturation. Perila Kenga, Peter Monfombi, Francis Ifunda, Alain Serge est né. Situé à 25 km de Libreville, les travaux de construction du nouveau centre dédié au traitement et à la valorisation des déchets qui touchent le Grand Libreville progressent rapidement. C'est ici où va se passer la transformation de tous les déchets. Donc nous avons 2 points. Le premier point, c'est rapidement fermer le site de Mindoubé pour que tous les déchets soient enfouis ici. Et ensuite, plus tard, on va faire un centre de traitement des déchets. Ce projet est particulièrement crucial pour une agglomération qui abrite plus de 60% de la population urbaine du Gabon et génère au quotidien entre 700 et 900 tonnes d'ordures. Ce site d'aménagement, d'enfouissement des déchets, les travaux vont être de 6 mois pour que ce site puisse accueillir tous les déchets du Grand Libreville. La saturation alarmante des sites de stockage actuels fait du nouveau complexe une avancée significative permettant d'éviter une catastrophe écologique, sanitaire. Bâti sur 75 hectares, le nouveau site est conçu pour gérer les déchets ménagers pendant une trentaine d'années. L'entreprise Aventis, adjudicataire des travaux du bâtiment de l'hôtel du ministère des Affaires étrangères, est à pied d'œuvre pour une réalisation à 100%. C'est justement pour veiller au gré que le ministre de tutelle, accompagné d'une importante délégation, est allé sur les lieux afin de toucher du doigt l'état d'avancement des travaux, actuellement estimé à 80%. Pour en parler, Balbin Samonva, Jean de Dieu, Mombondo. À quel rythme avancent les travaux de l'hôtel devant abriter le ministère des Affaires étrangères? Le ministre Marie-Edith Tassila Yendoubeneni était sur le terrain pour évaluer la rapidité et la dextérité des techniciens en charge de la construction. On est au stade des finitions, on a fini tout ce qui est gros œuvre était déjà fait. On a terminé les lots techniques, à savoir l'électricité, la climatisation, la plomberie. Il reste juste les postes des appareillages, les terminaux, les bouts de ligne, à savoir les interrupteurs, les WC, les lavabos. Concernant le second œuvre, on est au niveau du 2e étage en termes de carrelage, entre le 1er et le 2e étage en termes de carrelage. Les faux plafonds sont faits, une bonne partie de la peinture, des premières couches sont faites jusqu'au 2e étage. Donc on avance bien. Le 8e, qui est l'étage dédié au ministre, qui tend de retard par rapport à l'avancement parce qu'il y avait beaucoup plus de travail là-haut. Mais on avance et comme vous le voyez, le rez-de-chaussée aussi va suivre. Les travaux vont bon train, mais les visites vont se multiplier. Le coup de pression des autorités gabonaises participe de la volonté de se défaire de la location. Par rapport à la dernière visite sur ce site, nous avons constaté une avancée assez considérable. Nous avons visité certains étages, notamment les 7e et 8e étages, où nous voyons déjà tout ce qui a été fait. Nous voyons que le chantier avance bien et nous croyons qu'il sera livré dans des délais raisonnables. Le bâtiment moderne qui met en lumière le développement infrastructurel du pays doit à terme accueillir plus de 500 agents. Et pour la suite, le 5e comité de pilotage du programme Gabon Digital s'est tenu ce 20 février à Libreville. L'Audicopil a vu la présence de plusieurs membres du gouvernement et il portait essentiellement sur l'état d'avancement des programmes e-Gabon et Gabon Digital, mais aussi l'identification des leviers et actions prioritaires du digital au Gabon. Pour en parler, Fernand Zanvé, Gérard Magnagna. Cette première réunion de l'année 2026 du comité de pilotage du projet Gabon Digital est l'occasion de dresser le bilan de la première phase d'implémentation de ce programme en lien avec la digitalisation au Gabon. Le président de la République, chef de l'État, a fait de la digitalisation un levier essentiel de sa politique de développement. Et donc le comité de pilotage a vocation à rassembler tous les ministères sectoriels pour que nous nous mettions d'accord sur la vision commune, sur les actions à entreprendre et sur les priorités pour pouvoir mettre en œuvre la politique publique du chef de l'État. De façon pratique, le président du comité de pilotage, Marc-Alexandre Doumba, explique
l'opportunité qu'offre Gabon Digital. Il y a 3 sujets principaux qui devraient être digitalisés. Le premier touche à la prévoyance sociale. D'accord ? L'idée, c'est qu'il faut absolument que nous ayons une déclaration unique pour les caisses, pour pouvoir réduire ce qu'on appelle les fraudes sociales et pour pouvoir permettre aux caisses d'augmenter leur niveau de recouvrement afin de pouvoir mieux payer les prestations des retraités et des assurés. C'est une réforme qui est clé. Ce portail interconnecté à l'ANPI, interconnecté à la DGI, interconnecté à la DGDI va permettre de matérialiser la vision du chef de l'État qui est d'avoir une administration interopérable, interconnectée. Nous avons une plateforme qui s'appelle le FUP avec le ministre de l'économie et des finances qui vise à améliorer la gouvernance des entreprises publiques. Lancé en novembre 2024, le programme Gabon Digital, réparti en plusieurs pans et financé par la Banque mondiale, permettra la création de fichiers uniques et pourra générer des emplois directs dans le domaine de la maintenance. 3 jours durant, les professionnels des médias, membres du réseau national des journalistes indépendants, ont participé à la formation sur l'intelligence artificielle, avec pour thème l'intelligence artificielle, éthique et responsabilité éditoriale. Ce séminaire a pour objectif d'outiller ces derniers à l'utilisation de cette technologie qui facilite le travail dans plusieurs domaines, notamment celui des médias sous d'autres cieux. Betty Onjembe-Richard, Moubiwa. L'intelligence artificielle n'est plus un mythe, mais une réalité pour ces professionnels des médias. Au terme de cette formation, les participants, membres du réseau national des journalistes indépendants, sont désormais capables d'utiliser cet outil innovant, devenu indispensable à l'échelle mondiale. J'ai appris au terme de cette formation que l'intelligence artificielle ne remplace pas l'homme. L'intelligence artificielle vient aider l'homme à aller plus vite dans l'exercice de son travail, vient aider l'homme à agir plus rapidement. Là où tu faisais 2 ou 3 jours, l'intelligence artificielle t'amène à faire 1 heure. Donc je pense que comme moi, chacun de nous repart ici vraiment galvanisé et bien formé par rapport à tout ce qui concerne l'intelligence artificielle et notre secteur d'activité. En collaboration avec le Conseil international de l'intelligence artificielle, les adhérents du RENAGI ont pleinement participé à cette mise à niveau au regard de la mobilisation. Nous avons au niveau de CONIA, dans le cadre de ce programme Mediafrique, formé plus de 435 journalistes au Togo, en Côte d'Ivoire et au Sénégal. Et avec vous, nous passons donc la barre de plus de 500 journalistes. La particularité ici a été la qualité de l'organisation, l'engagement, l'assiduité, la présence effective des participants. Les coordinations provinciales du RENAGI ont également pris part à cette formation. L'installation de celle de la province du Wellington et la remise de présents aux experts du CONIA ont ponctué cette première édition. La coopération entre le ministère de la Communication et des Médias, l'OIF et le Royaume d'Espagne a été révisitée. Les 3 personnalités ont parlé entre autres de la lutte contre la désinformation et l'ouverture des opportunités d'investissement avec l'Espagne. Reportage Patrick Simangoy, Terence Langa et Dissorel Yakunda. Présenté au ministre de la Communication et des Médias les activités planifiées de l'Organisation internationale de la francophonie pour 2026, échanger sur les priorités du ministère de la Communication et discuter des axes de coopération sont autant de sujets qui ont meublé cette audience que Germain Biaojo a accordée aux représentants résidents de l'OIF. Nous avons saisi l'occasion pour réaffirmer notre disponibilité, accompagner le ministère de la Communication à élaborer une stratégie nationale de lutte contre les désordres de l'information. Cette offre était un peu dans le pipeline. Je crois que ça va s'accélérer cette année pour pouvoir réaliser vraiment, aboutir à la réalisation de cette stratégie nationale de lutte contre les désordres de l'information. Des disponibilités sont mises en place par l'OIF pour accompagner le Gabon dans plusieurs domaines d'intervention pour lutter contre les fake news et la désinformation. Les axes de coopération avec le Royaume d'Espagne ont également occupé la journée de travail du ministre Germain Biaojo qui a reçu le diplomate espagnol venu ouvrir avec le ministre
plusieurs fenêtres d'opportunités. Nous avons eu une causerie très intéressante, très productive, et il s'agissait tout simplement d'une visite de courtoisie pour connaître Monsieur le ministre. On a essayé de traiter toutes les questions qui sont d'actualité, et au-delà de ça, on a vu quels sont les différents vecteurs de coopération et en ce qui concerne l'accompagnement de l'Espagne à la République gabonaise. L'Espagne, ami très proche du Gabon, entend toujours marcher à ses côtés pour son développement. Germain Biaoudjo a bouclé sa semaine de travail en toute beauté autour de ses collaborateurs réunis ici à l'occasion de la descente du drapeau, un rituel de chaque vendredi après-midi qui rappelle à tous et à chacun l'importance de sauvegarder nos valeurs ancestrales, l'unité, la concorde et la fraternité qui font du Gabon immortel un pays digne d'envie. Ouvrant le dossier de ce 13h axé sur les violences conjugales, et comme vous le savez, il ne se passe plus une journée sans enregistrer de cas de violence conjugale dont les ménages. Et d'ailleurs, à ce propos, plusieurs langues se délient. Aujourd'hui, via plusieurs plateformes, et la rédaction expose ces violences devenues un phénomène social. Fernand Zanvé, Adoliken, Abaga. La violence conjugale peut se présenter sous plusieurs formes. D'abord, la violence verbale, où les paroles sont dites avec cruauté, où se mêlent injures et grossièreté. Parfois, la violence conjugale peut être une forme de privation de liberté, ou là où le partenaire est privé de toute parole, de toute conversation avec l'extérieur, ce qui conduit inéluctablement à un traumatisme. L'autre forme, la plus dangereuse, la violence physique, celle où il y a contact entre deux individus, des bagarres ou altercations venant à l'usage des mains et d'armes, qu'elles soient blanches ou pas. En effet, cette forme de violence vire souvent au drame. On assiste de plus en plus à des scènes qui se terminent en crimes passionnels où la victime peut subir des sévices corporels graves, passant de vie à trépas. Des fois, le corps inerte, pire, sans vie, n'inquiète pas l'auteur du crime. Seule la vigilance du voisinage, dans certaines situations, peut élucider certains crimes masqués en suicide. Aujourd'hui, le phénomène de la violence conjugale, qui touche les deux sexes, est à l'origine de divorces. Criard, c'est le nombre de décès enregistrés suite à des violences conjugales. Désormais, la société, devenue véritable sonneur d'alerte, participe d'une fort belle manière à la lutte contre ce phénomène grâce aux réseaux sociaux. Sur ces plateformes de communication, certains auteurs de crimes crapuleux sont dénoncés, les moins chanceux sont appréhendés par les autorités. Aujourd'hui, certains hommes et femmes victimes de ce phénomène libèrent la parole. Ainsi, dans une société où l'appareil judiciaire semble fonctionner lourdement, beaucoup ont décidé de lutter contre les violences conjugales par le biais des organisations non gouvernementales, les maisons d'écoute, la littérature ou les plumes sont de plus en plus engagées contre les violences conjugales. Que dire de la violence conjugale sur l'homme ou sur la femme? Martel Kumba a justement tendu son micro aux populations et voici ce que pensent les Librevillois. Ce n'est pas notre faute. Les femmes nous maltraitent aussi. Par rapport à ça, nous, on revendique notre droit que non. Quand la femme fait quelque chose, il faut dire que non, on agit. Il y a une manière de punir seulement la femme. On ne prend pas la main pour taper la femme ou bien bastonner la femme ou bien machin. Non, ça ne se passe pas. Et une femme ne peut pas bastonner son mari au lit. Non, ça n'existe pas. C'est l'homme qui a l'autorité sur la femme, c'est pas la femme qui a l'autorité sur l'homme. C'est vrai qu'on a mis l'égalité des sexes, oui c'est vrai, mais c'est pas tout ce que l'homme fait que la femme doit faire, normalement. L'homme a le droit de taper sa femme, même dans nos générations, dans nos traditions, c'est comme ça. Je ne sais pas, peut-être chez les Blancs, je sais pas. C'est quelque chose qui ne va pas, essayez de mettre tout sur la table, vous dialoguer. Ça, je n'apprécie pas, ça, j'apprécie, ça, j'aime pas. Et puis, on change. On dit que les imbéciles ne changent pas. Donc, moi, je suis contre la violence. Tout part d'abord de l'éducation qu'il a reçue de ses parents. Ça dépend de comment il a été éduqué. Il y a des hommes aujourd'hui qui ont grandi dans des familles monoparentales, c'est-à-dire qu'il a été élevé par sa maman. Ou avant que sa dernière ne se sépare, peut-être son papa battait sa mère. Et c'est la raison pour laquelle elle est partie. Et lui, il a grandi avec ça, ça mûrit dans sa tête. Donc les parents éduquent bien leurs enfants, surtout les petits garçons et les petites filles. On ne frappe pas sur madame. Parce que je ne pense pas que si on t'appelle un jour qu'on a frappé ta soeur dans le foyer, tu vas apprécier. Il ne faudrait pas faire aux autres ce que tu n'aimerais pas qu'on te fasse.
Maintenant, côté des hommes, là, si c'est la femme qui bastonne l'homme, il y a des hommes qui méritent la bastonne pour des vrais. C'est pas déjà bien, un couple ne doit pas se bagarrer. C'est le dialogue d'abord, avant tout. Il y a la pression de la société, il y a les problèmes, le côté financier aussi. Ils n'assurent pas peut-être, il y a tout ça, il y a beaucoup de causes. Hein. Il y a l'éducation, il y a la précarité, il y a le milieu, il y a l'influence au niveau des amis, il y a aussi ça. Il y a les réseaux sociaux qui peuvent influencer et puis voilà. Comme dans le pays, les visages de la violence sont multiples. Ils ont le trait des maris colériques, l'ombre d'un oncle spoliateur ou le cri étouffé d'un élève harcelé. Et pour de nombreuses Gabonaises, le danger ne vient pas de la rue, mais du foyer. Si la loi 006/2021 a marqué un tournant historique en durcissant les sanctions, la culture de linge sale se lave en famille reste un mur invisible, celui des différentes formes de violence. Ruth Mignolet Sondou, Richard Moubiwa, Adeline Abemondon nous en disent un peu plus. Il a commencé par confisquer mon salaire, puis par m'interdire de voir ma mère, confie sous l'anonymat Marilus, rencontrée dans une salle d'attente. Au quartier, on me disait de supporter, que c'est le mariage, mais la violence économique est le premier pas vers les coups. D'où en fait en réalité ou encore un dégât émotionnel, c'est-à-dire en fait je ne suis pas naturellement violent, mais cependant la conjointe ou le conjoint que j'ai ne me met pas en sécurité émotionnelle. Décidément, vu que je suis dans l'instinct de survie, je veux commencer à émettre effectivement des actions qui a trait vers la violence, notamment physique ou verbale, etc. Cette forme de violence, souvent ignorée, maintient les victimes dans une dépendance totale, les privant de toute issue de secours. La violence la plus invisible au Gabon, ce serait la violence verbale. C'est une violence souvent qui n'est pas perceptible dans l'action, la réaction, mais en réalité, cette violence a la capacité de pouvoir dormir effectivement dans le système de pensée de la personne qui l'a reçue et qui est capable comme ça de pouvoir engendrer tout ce qui va effectivement détruire la composition du système de pensée et créer effectivement ce qu'on appelle la maladie mentale. Une violence sociale qui jette des familles entières dans la précarité en quelques jours, transformant le deuil en un combat judiciaire épuisant. Beaucoup de personnes souffrent de ces violences-là, mais ils ne se rendent pas compte effectivement que ce sont les déclencheurs de leur mal-être émotionnel. Le mental n'est pas au beau fixe, c'est important à ce niveau de pouvoir consulter un spécialiste de la santé mentale qui va vous aider comme ça à être mieux. Parce qu'en réalité, l'être humain est censé produire les hormones du plaisir qui lui donnent le bien-être émotionnel. Les réseaux sociaux sont devenus le nouveau terrain de jeu de la cyberviolence, où une vidéo intime diffusée peut détruire une réputation et une vie en quelques clics. La violence conjugale ne se limite pas à la sphère privée. Elle interroge notre regard collectif entre silence, tradition et banalisation. Comment la société perçoit-elle ces violences? Eunice Biyogé, Tito Mohamed, Paul Jessinkan Kondoutoumou nous apportent quelques éléments de réponse. Dans nos maisons et autour de nous, les violences conjugales ne sont pas que des drames intimes. Elles révèlent un climat social où le silence pèse lourd, où les normes dictent les attitudes et où certaines traditions finissent par banaliser l'inacceptable. Des gestes blessants deviennent presque ordinaires, inscrits dans cet héritage du « on va faire comment ». Et c'est ce regard collectif, parfois indulgent, parfois résigné, qui entretient la répétition. Nous avons les charges qui doivent être assurées et assumées par les partenaires. La femme a ses responsabilités, l'homme a ses responsabilités. Le désaccord entre les deux crée une source d'interaction personnelle. L'éducation joue un rôle central. Dès l'enfance, on apprend subtilement qui doit dominer, qui doit céder, qui peut élever la voix et qui doit se taire. Ces apprentissages invisibles façonnent les rapports de pouvoir dans le couple. Aujourd'hui, la violence ne se conjugue plus au masculin seulement. Elle s'exprime aussi chez les femmes, signe d'un déséquilibre plus profond. Nous connaissons la position de la femme dans un foyer, nous connaissons la position de l'homme dans un foyer, toujours dominant, il s'occupe beaucoup plus des tâches plus solides. Donc, aujourd'hui, on demande aux femmes d'être également comme les hommes, ce qui est impossible. L'homme ne voulant pas se faire dominer par la femme voulant être au même niveau que l'homme, il y a ce conflit. On peut trouver un juste milieu entre
la modernité et les traditions. Mais en reconnaissant la femme doit prendre sa position, l'homme sa position. La violence conjugale dépasse l'acte isolé. Elle reflète les valeurs, les contradictions et les silences d'une société. Rompre le cycle exige plus qu'une sanction. Il faut questionner nos références, déconstruire certains réflexes culturels et repenser la transmission. Face à cette réalité, l'accompagnement juridique et psychologique apparaît comme un levier essentiel pour protéger les victimes, les aider à se reconstruire et à faire valoir leurs droits. C'est pourquoi je vous propose ce focus sur les dispositifs d'écoute, de soutien et de prise en charge mis en place, ainsi que sur les mécanismes juridiques prévus pour lutter contre ces violences. Jaurès Edou, Ndon, Richard Mobiwa, Chéli, Mania. On parle beaucoup des violences conjugales, souvent réduites aux coups et blessures visibles. Pourtant, les violences psychologiques, plus silencieuses, mais tout aussi destructrices, restent largement méconnues et sous-estimées. Ces formes de violence s'installent progressivement et fragilisent profondément les victimes. Les violences au sein des familles sont parfois difficilement prises en charge parce que les victimes, souvent, ne vont pas vers les professionnels compétents. Donc c'est déjà un problème qui est là, mais sinon les psychologues et même d'autres services, et la loi d'ailleurs, accompagnent les personnes qui se font déclarer comme étant victimes des violences. On a lancé l'hôtel de la Cannes qui voilà le programme Gabon Égalité de la lutte contre les violences avec un numéro vert où toute personne victime de violences peut se rendre. On a également des psychologues un peu partout dans les hôpitaux, dans les établissements qui se disposent. Face à ces violences, le cadre juridique prévoit plusieurs mécanismes de protection. On a notre loi du 6 septembre 2021, c'est-à-dire le code pénal, et on a aussi la loi sur la protection des femmes. Ce qu'il faut savoir, c'est que lorsqu'on est victime des violences conjugales, c'est pas seulement les femmes, mais aussi les hommes qui sont victimes de ce genre de choses. Il faut tout de suite saisir les autorités compétentes, notamment le commissariat du lieu où on vit ou le commissariat du lieu où se produit cette violence-là. Briser le silence, renforcer l'accompagnement psychologique et faciliter l'accès à la justice restent des priorités pour lutter efficacement contre toutes les formes de violence conjugale. Voilà qui referme ce dossier. Dans la suite de l'actualité, au village Abanga 2, situé dans la province du Moyen-Ogoué, à quelques kilomètres de Bifoun, la joie est à son comble. Habituellement paisible, cette localité rurale a vibré au rythme des applaudissements et des sourires à l'occasion d'un geste fort posé par le député du Parti démocratique gabonais, Nzamba Nzamba Mikala, c'est son nom. Le point avec Léa Virginie Atam et Tito Mohamed. Des médicaments de première nécessité, une pirogue et un moteur aux populations du village Abanga 2. Le geste est du député PDG Patrick Nzamba Mikala, qui a répondu à l'appel des siens. J'ai vu la difficulté qui se trouve à Banga. C'est vraiment pénible pour vous. Donc la première chose que j'ai pensé, c'est de vous offrir une pirogue avec un moteur pour pouvoir sortir à n'importe quel moment. Et on a prévu aussi un peu des médicaments de première nécessité. Une action qui fait le bonheur des populations. C'est un sentiment de satisfaction qui nous honore tellement. Nous lui avons fait confiance, en retour, il nous a fait confiance. Et il est digne d'être nos représentants à la maison du peuple. Et c'est ce que nous voulons, nous, populations d'Abanga 2. Encore une fois, nous sommes derrière lui. Qu'il pleuve ou qu'il neige, nous serons toujours derrière lui. Ce geste fort est perçu comme un signe fort d'engagement et de proximité dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. On s'occupe de chez nous. Donc le district, notre district, sous la tutelle du département, a été oublié pendant des années. Mais nous, on va travailler ensemble. Je suis encore là, notre mandat ne fait que commencer. On en a 5 ans pour pouvoir faire du bon travail ensemble. Là, nous ne sommes plus en campagne, comme je vous le disais. Non, là, nous sommes maintenant chez nous. Il faut qu'on s'occupe de chez nous. Au village Abanga 2, l'espoir semble désormais voguer sur les eaux, porté par une embarcation qui symbolise à la fois la mobilité, la solidarité et le développement.
Une note de nécrologie. Vous le savez, le monde cinématographique est en deuil. De son nom à l'état civil, Van Mabadi n'est plus. Il s'est éteint hier à Paris, en France, des suites d'une maladie. Il était une figure connue pour les films comme La Porte de l'amour en 2016 et Shanice, où il incarnait le rôle de Braddock. Créatif et déterminé à faire rayonner le cinéma gabonais à l'échelle nationale et internationale, son départ laisse un vide immense dans le monde culturel. Nous y reviendrons avec plus de détails au cours de nos prochaines éditions d'information. C'est par cette brève que nous mettons un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Je vous retrouve demain lorsqu'il sera 13h chez vous. Au revoir.